Je me définirai toujours en tant que chanteuse. Chanter est une bénédiction qui soulage de tous les maux. Quand on chante, on n'est plus terrestre, on s'ancre. L'inspiration et l'émotion ne sont pas des choses que je prends à la légère. Elles ne sont jamais acquises. L'émotion vient avant l'interprétation et d'elle naît alors une autre émotion. J'ai très peur de devenir superficielle. C'est la mort sinon. Je le vois ainsi. Quand je compose, quand je chante, il faut que cela me prenne dans les tripes pour que je puisse défendre, partager, donner. Je pourrai toujours monter sur scène, chanter, je saurai toujours faire, mais ressentir, faire ressentir, savoir créer des bulles d'émotion, cela n'est pas systématique. Faire des trous dans l'espace, c'est au-dessus d'un simple métier. C'est ce qui fait la magie dans cet univers, la consolation dans ce monde aussi. Pour mieux cerner le personnage, j'ai couplé 2 déclarations séparées de notre invitée, vous l'avez deviné, chanteuse, mais pas que. Bonjour Amel Matlouf, ravie. Bonjour, bonjour. C'est une belle citation, je ne me rappelle plus. En fait, ce sont 2 citations séparées que j'ai pris, une sur Le Point et l'autre sur France Culture. Voilà, je les ai couplées pour un peu mieux cerner le personnage, Amel Matlouf. Très bon choix, je pense que c'est vrai. Ainsi, pas moins que faire des trous dans l'espace grâce au supra-métier de chanteuse. Pas moins que ça. Oui, parce que je pense que secrètement, tout le monde a envie de chanter. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à chanter parce que savoir chanter, c'est pas forcément l'exclusivité des chanteurs. Et chanter avec son cœur et sa passion, c'est pas l'exclusivité des musiciens et des chanteurs aussi. Mais vous avez choisi donc ce métier. Bon, je ne sais pas si un métier, chanter est un métier aussi. Donc, vous avez choisi ce supra-métier. Vous dites que c'est un super supra-métier pour devenir cette superwoman qui fait des trous dans l'espace. Oui, c'est un supra-métier parce qu'il nécessite tellement de casquettes et des savoirs tellement divers et différents. C'est un supra-métier qui est très souvent mal reconnu d'ailleurs, très souvent mal perçu, très souvent assimilé à, à du divertissement, alors que c'est un savoir-faire très pointu et savoir faire des trous dans l'espace et connecter les galaxies, c'est aussi un un supra-métier. Mais maintenant, c'est pour mieux saisir le parcours de la suprawoman. Revenons quand même à l'enfance, la jeunesse, enfance à Tunis. Cette enfance, si vous aviez à la définir, comment la définiriez-vous? Elle était très joyeuse. Je pense que mon enfance a duré jusqu'à mes 16 ans. Et elle dure encore un peu, je pense. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'enfance que j'ai découvert ma passion. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance. J'ai tout de suite, depuis mes plus lointains souvenirs, je me souviens que j'étais très passionnée de danse, de théâtre, de musique et je voulais devenir chanteuse, danseuse. Alors, je savais pas très bien ce qu'artiste voulait dire, mais j'avais en tout cas une bonne prédisposition. Et votre prime jeunesse a-t-elle été imprégnée par le combat de votre mère pour devenir institutrice? Oui, certainement. Je pense ma mère est une femme très forte, qui a une personnalité très forte, qui n'a pas toujours été comprise par nous, parce que nous, enfants, on voulait juste s'amuser. Mais avec l'âge, avec la maternité, avec la conquête, la rencontre du monde, j'ai découvert à quel point sa force m'avait été cruciale parce que pour faire ce métier et pour justement croire en un rêve depuis qu'on a 8 ans et le suivre jusqu'au bout, il faut avoir énormément de force, énormément de conviction et je pense que
grâce à ma mère, j'ai été bien armée de ça. Et votre père était professeur d'histoire? Oui, et, militant aussi, donc j'ai reçu un peu les deux, les deux têtes dures. D'un côté, ma mère, et puis d'un autre côté, mon père, qui m'a tout de suite, d'une façon, je pense, indirecte, m'a tout de suite sensibilisée à avoir de l'empathie, à être humain et à se battre et croire en les causes justes. Mais votre père était surtout mélomane. Il vous a transmis un certain amour de la musique. Dans quel bain musical a bercé votre enfance du fait de votre père? Alors là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai baigné dans la musique classique, dans Vivaldi, Beethoven, Mozart. Mon père nous réveillait tous les dimanches matins avec les 4 saisons de Vivaldi. Alors bien sûr, ça nous embêtait beaucoup à l'époque, mais c'est incroyable parce que c'est pour moi, en tout cas, c'est un bagage qui a été très très important parce que jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup travailler avec des cordes, que ce soit dans mes enregistrements ou sur scène. Et puis j'ai gardé cette inspiration donc dans ma musique. Je pense toujours aux cordes quand j'écris des chansons. J'écris toujours des cordes inconsciemment. Et je pense que sans ça, j'aurais pas eu la sensibilité que j'ai aujourd'hui. Mais John Baez, avec sa guitare, sa protest song, qui a été un jalon quand même dans votre vie, vous l'aviez découverte seule ou grâce à votre père? Seule, je pense. Oui, j'avais trouvé un CD, un double CD chez un de mes amis qui appartenait évidemment à son père. Et puis, du coup, c'est un disque qui m'a accompagnée pendant plusieurs années, que j'ai écouté, réécouté, écouté, réécouté, vraiment, sans me lasser du tout. Et je pense que c'était une de mes premières vraies découvertes féministes. Maintenant que j'y pense et je le réalise vraiment, il y a pas si longtemps que ça, je pense que ce qui m'avait beaucoup touchée dans sa musique, alors bien sûr sa voix incroyable et puissante, les belles chansons qu'elle chantait, mais aussi j'étais très bouleversée de voir qu'avec une seule voix, une guitare, on pouvait toucher tellement de gens. Et c'est cette leçon en fait qui m'a donné envie de faire de la musique et de me lancer sur scène. Et à 15 ans, vous savez que vous êtes une fleur musicale. Vous dites ça, c'est une déclaration de vous. Le déclic, comment avez-vous su que vous étiez une fleur musicale? J'ai beaucoup aimé cette expression. Je pense que je me suis sentie très responsable très tôt, c'est-à-dire que je me souviens à l'âge de 10, 11 ans, je savais que je savais chanter, mais je voulais plutôt faire du théâtre. Et un jour, assise sur mon lit, j'ai pris la décision qu'il fallait peut-être mieux faire de la musique parce que ça serait peut-être plus simple que d'être comédienne. Mais la vraie révélation, c'était l'été de mes 15 ans, où j'ai découvert l'album 2 de Céline Dion. Et je me rappelle tout l'été, pareil, j'avais donc c'était une cassette. Et du coup, je me rappelle, je lavais la vaisselle pendant les longues siestes estivales. Et du coup, je l'écoutais et je changeais de face. Et là où j'ai vraiment réalisé que je voulais vraiment être chanteuse. Cependant, vous n'osiez pas trop chanter en public. Vous dites par peur de me démarquer. Il ne fallait pas se démarquer des autres. Mais je pense que ça vient un peu des parents parce que dans l'éducation et aussi féminine, la fille doit être sage, doit être docile, classe. Et moi, j'étais complètement le contraire de tout ça. Moi, je faisais les 400 coups juste
jusqu'à l'âge de 8 ans, j'avais que des garçons. Je jouais au football. J'avais tellement d'énergie. J'aimais bien crier en jouant. J'élevais beaucoup la voix. Et du coup, je pense qu'il y a eu un peu de pression pour que je me range un peu plus, que je me calme un peu plus et que je suive un peu les rangs. Mhm. Mais le chant vous a aussi donné une identité, une manière de vous rendre visible aux yeux des autres et à vos propres yeux. Vous dites, je n'étais pas spécialement jolie, spécialement populaire, et le chant m'a donné une identité. Oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai quand même eu une adolescence un peu paumée, j'avoue. Comme toutes les adolescences, en fait. Il n'y en a pas qui soient réussis, je pense. C'est que je me sentais beaucoup solitaire et du coup, le chant m'avait accompagnée. C'était un peu mes ailes invisibles. C'était mon meilleur ami. C'était ma consolation. C'était mon refuge. C'était mon rêve terrestre très secret. Et aussi, ça m'a donné vraiment une personnalité. C'est-à-dire que j'ai réalisé que j'avais trouvé ma chose. C'était mon truc et personne d'autre ne le savait et personne d'autre. Et ce don, quoi. Ça m'a aidé en fait à me constituer une carapace, à me trouver une voie. Mhm. Mais une fois le bac en poche, Amel Mafnouz, vous ne faites pas des études de musique ou de chant. Et ben ça encore, c'est un peu l'influence des parents parce que je pense que si je pouvais, si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais bien voulu faire des études de théâtre. J'ai toujours essayé d'éviter que la musique devienne une éducation, enfin que j'étudie vraiment la musique. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des choses que j'aurais bien voulu étudier, hein, mais j'aurais bien voulu faire en tout cas un parcours artistique. Alors finalement, j'ai choisi. Alors je suis passée par l'architecture, puis ensuite une école d'ingénieur où là j'ai découvert ma vraie passion pour la scène et j'ai été plus au club de musique qu'en classe. Et ensuite, bon, pour faire des études, pour faire plaisir à mes parents, j'ai quand même fait des arts graphiques, qui est quelque chose qui me passionne toujours. Mais bon, tout ça pour moi, c'était en attendant de faire de la musique. De toute façon, je voulais faire de la musique. Hmm. Mais justement, à la fac, vous fondez un groupe de musique, un groupe de métal. Pourquoi le métal, Amel Maslofi? Vous qui avez été bercé à Vivaldi. Ben justement, j'en parlais hier dans une émission sur France Culture. Moi, j'ai toujours fait des rapprochements et des parallèles entre le métal et le gothique même, parce que je pense que c'était plus ce style-là qu'on faisait avec mon premier groupe, et la musique classique. Et d'ailleurs, je pense que dans ma musique, je mélange un peu les deux états d'esprit. Je trouve qu'il y a des chansons métal gothique qui ressemblent beaucoup un peu à la musique classique. Pour moi, c'est en fait ces deux mondes qui sont pas du tout incompatibles. Le métal, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais assez hein, d'être une fille sage. Je pense que j'ai quand même été une fille sage pendant longtemps. Et au bout d'un moment, j'en avais marre et j'avais envie. Et puis en plus, par rapport à la situation politique qu'on vivait, j'avais toujours cette rébellion. Et je pense que j'ai trouvé mon salut à travers le rock et le métal, notamment la communauté d'amis que j'avais et la musique. Enfin, c'était beaucoup plus que juste de la musique pour moi. Hmm. Mais en 2000, vous commencez votre route de chanteur, musicienne, carrière. Je n'aime pas ce mot, mais on va dire que vous commencez votre carrière de musicienne. Euh, Comment cela s'est-il fait? Était-ce un choix? Vous vous êtes dit, voilà, je vais commencer ma route, je vais rien faire d'autre, ou était-ce une suite de coïncidences? Non, c'était une décision très très consciente. C'est-à-dire que une raison pour laquelle mon adolescence a été paumée, c'est que je voulais faire de la musique. Je voulais pas aller à l'école.
Je voulais pas faire des études, je voulais vraiment faire de la musique. Et pour moi, chaque année qui passait où j'étais pas vraiment en train de faire de la musique à temps plein, c'était une année perdue. Je le pense toujours. Je pense que la première occasion où j'ai pu prendre mon indépendance, c'était, j'ai fait plaisir à mes parents, j'ai fait quand même des études à la fac, et une fois que j'avais mon diplôme, pour moi, c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait que je parte. Après, la chance a voulu que j'ai réussi à obtenir une bourse à ce moment-là pour faire un enregistrement à Paris pendant 6 mois. Et c'était vraiment ça l'occasion avec laquelle j'ai décidé de me lancer, d'aller à Paris et de faire de la musique à plein temps. Quand vous parlez de bourse, vous parlez de la bourse suite au prix RMC en 2006, parce que pour moi, la première consécration d'Amel Matlouti a été le fait d'être finaliste de la première édition du prix RMC Moyen-Orient. Est-ce là que ça a commencé? Ça, c'était le premier milestone. Attends, je vais juste régler ça. Voilà. Donc ça, c'était le premier milestone, c'est-à-dire que c'était ma première scène internationale. Et puis, je n'avais pas gagné, mais je m'étais fait assez bien remarquer que j'avais été invitée au concert des finalistes qui avait lieu à Paris à l'Institut du monde arabe. Et j'avais Souad Massi à faire une chanson pendant son concert. Et je pense que cette performance-là a fait beaucoup de bruit qui m'a aidé dans mes premiers contacts et mes premiers pas parisiens, et qui m'a aidé aussi pour obtenir la bourse que j'ai obtenue plus tard, c'est un programme qui s'appelle Visa pour la création. Et donc c'est un visa avec une petite bourse pour faire un projet et aussi avoir une résidence à la Cité internationale des arts, qui est un lieu absolument magique sur les quais de Seine, dans le Marais. Et c'est mes meilleures années, quoi. Et vous quittez la Tunisie en ayant l'impression que le pays était trop étroit pour vous? Oui, à la fin, juste avant de partir, c'était devenu complètement insupportable pour moi parce que tout simplement, je ne pouvais pas du tout réaliser mon rêve. Parce qu'entre-temps, mon rêve, ce n'était plus seulement de faire de la musique, ce n'était plus seulement d'être chanteuse. J'avais déjà commencé à écrire mes chansons, j'avais déjà commencé à écrire des chansons sur la liberté d'expression, sur la révolution. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques années, j'allais nulle part, j'avais pas d'espace, j'avais pas d'opportunité, donc il fallait absolument que je parte pour pouvoir continuer mon rêve. Et Amel Massoud, la chanson qui vous a lancé, qui vous a valu la célébrité Kelmti Hara, a été justement chantée et créée dans ce contexte parisien de 2006, contrairement à ce que croient beaucoup de gens qu'elle a été créée dans le siège de 2010-2011. Oui, alors… la première fois à Bastille, c'est ça? Oui, donc en 2006, j'étais encore en Tunisie et j'étais au FIFAC, qui est un festival absolument magnifique, le festival de cinéma amateur à Aqlibia. Et c'était, en tout cas, je suis plus allée depuis quelques années, mais dans les années 2003, 2004, 2005, 2006, c'était un peu le Woodstock tunisien où tous les artistes se rencontraient, les auteurs, les artistes de tous bords, de toutes disciplines. Et c'est à ce moment-là que Amine Rosi m'avait remis une petite feuille pliée en 15 et dedans il y avait les paroles de Kelmti Hara que j'ai soigneusement pris avec moi quand je suis allée à Paris. Et j'avais déjà commencé en fait à la mettre en musique les quelques mois qui ont précédé mon départ. J'avais pris un petit studio, j'avais déjà commencé à clamer mon indépendance, et dans la cuisine de mon petit studio, j'avais mis en musique Kelmti Hara, j'avais trouvé la mélodie qui allait superbement bien avec ses paroles, et j'ai eu une grande opportunité de participer à ce grand concert à la Bastille en 2007. C'était le bal africain à la Bastille, organisé par RFI, et pour moi, c'est le plus intéressant festival qui a jamais été créé à Paris, parce que
ça a rassemblé, c'était un plateau incroyable avec des artistes comme Ismailo, comme Johnny Clegg, comme Souad Massi et j'en oublie. Et puis moi, je venais d'arriver et on m'avait donné 2 minutes pour chanter, et alors que Kelmti Horra faisait, en tout cas à l'époque, elle faisait 6 minutes et demie. Et pour moi, c'était vraiment, j'avais besoin de ce spot-là pour lancer Kelmti Horra et pour parler, pour sensibiliser sur la situation politique en Tunisie. Mais plus tard, pour Kelmti Horra, la récupération de cette chanson, la récupération de votre personne même dans un certain storytelling occidental de printemps arabe, de chansons sur les barricades, ne vous a-t-elle pas gêné cette récupération? Vous étiez assigné à un rôle, à une case. Alors, c'est un peu les deux. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée, pas à ce moment-là, mais un petit peu par la suite. Mais avant d'en arriver là, moi, ça me gêne pas qu'il y ait une chanson qui accompagne tout un mouvement historique. C'est-à-dire que, pour être très honnête, dans le monde arabe, on n'a pas du tout la tradition que la musique accompagne les soulèvements populaires et les mouvements populaires. Et là, on a la chance d'avoir une chanson qui dépasse les frontières, qui touche des gens, en tout cas, qui commence par le monde arabe et qui va au-delà. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire pour le monde arabe et pour la Tunisie, que ce mouvement extraordinaire soit accompagné de beauté, soit accompagné de musique et d'art. Après, ce qui m'a dérangée, moi, c'est qu'au bout d'un moment, moi, je continue mon chemin, j'évolue, et puis moi, je suis une artiste, une chanteuse, une musicienne, mais c'est la récupération, ça fait que les médias, ils ont toujours la même attente, c'est-à-dire que pour un artiste brésilien, je dis n'importe quoi, on va s'attendre à ce qu'il chante le soleil et la samba. Pour un artiste tunisien, c'est le printemps arabe et la révolution de Jasmin. C'est qu'au bout de toutes ces années, je suis arrivée avec d'autres albums, j'ai un autre discours, j'ai un autre langage, je parle d'autres causes. C'est une fierté pour moi d'être associée à ce mouvement extraordinaire de mon pays. Mais aussi, on a aussi envie d'être reconnu pour son travail et pas avoir cet exotisme, même s'il est politique. Amel Mahlouti, aujourd'hui vous vivez à New York. Est-ce que cela a diversifié votre inspiration, l'a fait évoluer, ou est-ce que cela vous a plutôt mené à un retour aux origines? Le voyage à New York a été très révolutionnaire pour moi parce que jusque-là, j'étais encore la chanteuse, la voix de la révolution, et j'ai commencé à produire mon deuxième album, et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi en tant que productrice, et que j'avais compris que depuis toutes ces années, le fait d'être une femme, j'arrivais pas à avoir de la confiance en moi. Et arriver à New York, en fait, ça fait cette sensation où tout est possible. Et je suis allée expérimenter tous les langages possibles et inimaginables qui me passaient par la tête. Et j'ai commencé à faire des expérimentations. Et j'ai vraiment assumé mon rôle en tant que productrice de musique, productrice électronique, et à vraiment m'amuser avec les sons, et à aussi me considérer comme quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau à la musique mondiale, et pas que en tant que chanteuse tunisienne. Je vous pose cette question, vous savez pourquoi? Parce qu'en quarantaine à Tunis, vous êtes lancé seul avec juste un PC, un magnéto et bien sûr votre guitare dans votre nouvel album, Tunisia Diaries, qui est un double album qui est fait essentiellement de reprises. J'ai senti de la nostalgie d'ailleurs dans votre interview hier à France Culture. Vous parlez d'une réconciliation avec soi. Oui, alors tout à fait, parce que c'est vrai que quand on a une belle voix, il y a eu beaucoup d'essais de récupération
séparation dans mon parcours. Il y a des gens qui vont fantasmer à me faire de la musique avec une base groovy, quelqu'un qui… J'ai entendu tout, alors que moi, pour moi, il y a la voix, mais il y a aussi tout l'univers musical. Je me définis à travers tout ça. Donc du coup, j'ai coupé avec l'acoustique pendant plusieurs années, puis j'ai complètement arrêté de jouer de la guitare sur scène parce que justement, je réclamais toujours cette liberté de pouvoir m'exprimer à travers ma voix et à travers mon corps et avoir un show. Et du coup, quand je me suis retrouvée chez mes parents à Tunis, je n'avais même pas le luxe d'avoir une guitare à ce moment-là. Et j'étais très jalouse de voir toutes ces vidéos. Même pas la guitare. Même pas la guitare, c'est un fan très très gentil qui m'a passé cette guitare et que j'ai pu garder tout le long du confinement, heureusement. Alors, c'était même le magnéto, paraît-il, n'était pas le vôtre. Même le magnéto, vous l'avez emprunté. Mais c'est surtout le fait de transformer le magnéto en carte son capable de faire des enregistrements de qualité. Et c'est le câble qui a été vital, que j'ai réussi à obtenir aussi sur Facebook. Donc, il y a eu quand même… C'était très beau, en fait. J'avais l'impression, j'étais confinée, tout le monde était confiné, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une communauté à travers donc, le crowdsourcing de toutes ces choses, mais aussi à travers les petits lives que je faisais de temps en temps pour essayer de survivre. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était aussi important pour les gens de m'entendre qu'il était important pour moi d'avoir des gens, d'avoir une audience. Et c'est un peu en hommage aussi à ces gens-là et à cette période-là que j'ai voulu vraiment imprimer ces lives et les transformer peut-être en album. C'est un double album, nuit et jour. À quoi cela correspond, cette scission? Donc, j'ai redécouvert… Schizophrénie de l'artiste, celle de la Tunisie actuelle, les mois d'hiver d'Amel Masloussi. Oui, c'est un peu tout ça, en fait. J'ai beaucoup aimé enregistrer. Alors, au bout d'un moment, à force de faire de la cuisine, de faire l'école à la maison, j'ai décidé de commencer à créer. Donc, je me suis installée dans la chambre du haut où j'avais quand même une vue incroyable sur tout Tunis, les Bougainvilliers, les Maisons Blanches jusqu'à la mer. Et j'avais les oiseaux autour de moi. Et du coup, je me suis promis qu'il fallait que j'enregistre 2 chansons par jour. Et donc, comme je me suis jamais enregistrée toute seule avant, ça prend quand même du temps. Donc, du coup, je me suis retrouvée à faire une chanson pendant l'après-midi et une chanson le soir. Et le soir, j'ai découvert un tout autre flux d'émotions, un tout autre flux de sensations. Je me mettais dans le noir complet et j'observais parfois donc le paysage un peu moody avec les nuages, moody, hein, pas maudit. et aussi M-O-O-D-Y pour que ça soit clair. et les millions de petits points de lumière. Et donc, c'était à la fois la solitude totale parce que pratiquement tous les bruits disparaissaient. Il restait quand même les bruits des crapauds et des cigales. Et là, c'est vraiment c'est l'ambiance nuit, quoi. Et donc, il y a la solitude, mais il y a aussi aller vers l'inconnu et explorer. C'est pour ça que j'ai beaucoup enregistré. Donc, le matin, j'enregistrais des versions acoustiques de mes chansons. Et là, je me réconciliais avec la partie acoustique en moi. Et j'en suis arrivée à vraiment concilier toutes mes facettes et que c'était complètement OK pour moi d'être engagée, d'être politique, d'être folle, d'être romantique, d'être stupide, je sais pas, toutes les facettes qu'on peut avoir. Et le soir, là, j'allais un peu plus vers l'inconnu et en tissant en même temps des fils vers mon passé, vers toutes ces chansons qui ont fait mon bagage musical, toutes ces chansons qui m'ont donné envie de devenir musicienne et chanteuse. Tout à l'heure, vous avez
parler de production à Amel Masloufi. N'est-il pas problématique pour vous de vous faire produire? Parce que depuis Ensen, votre album Ensen, vous êtes dirigé vers une musique plus techno. Et en général, la techno ne s'intéresse pas à la voix, alors que vous, c'est la voix. Oui, je considère que l'univers des musiques électroniques est assez raciste, si je peux le dire, parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas vraiment des grandes voix, à vraiment quelques exceptions près. Et d'ailleurs, il y a que La Björk priorité n'est pas à la voix, la qui a priorité l'esprit. est à l'arrangement. Voilà, la priorité est plus à l'ambiance et les voix en général, c'est des mélodies un peu faciles qui planent au-dessus. Mais Mhm. je me suis toujours battue contre ça. D'ailleurs, j'ai eu des expériences où euh, les producteurs, finalement, en collaborant avec quelques producteurs, certains recherchent l'exotisme dans la voix plus que Mhm. l'expression et plus que parce que pour moi, la voix, c'est un instrument. C'est, d'ailleurs, souvent, je compose et j'écris sans forcément penser que c'est du chant ou sans forcément penser à ma tessiture, Mhm. ce que j'ai un peu amélioré avec les années. Mais voilà, pour moi, j'écris comme des petites opérettes, en fait. Et la musique électronique me permet de travailler sur les sonorités et de tisser des environnements sonores. C'est comme ça que j'entrevois la musique plus que l'écriture de simples chansons. Mhm. Et à partir de votre album Ensen aussi, Amel Masloufi, vous avez traîné une certaine introspection. Vous-même, vous parlez, vous dites c'est un plongeon dans mon âme. Est-ce une quête identitaire ou une volonté de fuir l'image de la passionnariat qu'on vous a collée? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que j'avais envie d'aller un peu plus profond en moi-même et vraiment de m'amuser. C'était vraiment une façon pour moi de casser justement tous les codes jusque-là et d'aller à la recherche de la profondeur tout en m'amusant à créer des accidents sonores, à vraiment n'avoir aucun sens, euh, ne pas du tout avoir de priorité. Pour moi, les erreurs étaient plus intéressantes que les arrangements voulus. Et parce que je rejoins toujours, pour moi, je fais comme une conquête, j'essaye de faire de l'art, en tout cas. Pour moi, la musique doit être stimulante, sinon je m'ennuie très vite. Mhm. Émile Maslouf, en 2012, sur France Culture, vous avez déclaré ceci. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir, la carrière, l'amour, la famille. Vous en êtes où de tout ça? Est-ce que vous revendiquez encore cette déclaration? Je ne pense pas. Ça, c'était un peu le côté métal, je pense. Euh, il faut Dark être, et tout ça, noir c'est noir. il faut être malheureux pour faire de la musique. Euh, Oui. je pense qu'il y a toujours plein de façons de se sentir dark et de se sentir mélancolique, peut-être pas malheureux, mais je pense qu'en tant qu'artiste, on n'est jamais vraiment satisfait, on n'est jamais vraiment heureux. Et puis moi, j'ai toujours cette dimension humaine dans ma musique, donc il y a toujours des causes. Donc j'ai beaucoup de même si maintenant j'ai une famille et que je suis heureuse avec ma petite famille, que je suis devenue maman. Après, c'est pas évident d'allier les deux, c'est-à-dire que c'est très important de prendre de la distance, d'avoir de l'espace et c'est tout à fait normal de temps en temps de se sentir un peu opprimé aussi. Et donc, pour moi, je n'ai jamais eu de problème, en tout cas pas pour le moment, je touche du bois, à être créative parce que je prends de la distance. Mes deux derniers albums, donc je les ai faits, donc j'ai loué une maison au milieu de la nature et c'est comme ça que j'essaye de créer. Et quelle est donc votre manière d'être dark aujourd'hui? Bah, comme ça. Juste par le costume?
C'est le costume, c'est quand même devenu très important pour moi. C'est vraiment, je change d'état d'âme quand je change de costume. Mais je pense que le côté dark, il est toujours là, hein. Je suis, je, je pense que mes émotions sont toujours très engagées, même dans mon quotidien. Et en tout cas, des choses qui m'attirent, les musiques qui me touchent. J'ai toujours besoin de ce côté un peu tragique. D'ailleurs, vous dites, je suis une tragédienne. J'ai lu ça dans une de vos interviews. Ah oui, absolument. Tragique. Moi, le mot drame me parle beaucoup. Mais parce que c'est que comme ça que moi, je conçois pas l'art ou la musique sans tragédie et sans drame, mais drame dans le sens un peu, pas le sens figuré. Je suis toujours dans la profondeur. Alors c'est peut-être quelque chose de pas bien parce qu'aujourd'hui tout doit être tellement lumineux et tellement facile et tellement léger. Mais heureusement qu'il y a encore des artistes et qu'il y a encore des musiques qui de temps en temps. Et quand j'écoute des choses comme ça, c'est bien en fait de se connaître un peu plus avec l'âge. Et je pense que dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre et tout ce que j'ai envie de laisser après moi, il faut qu'il y ait de la profondeur. Mhm. Et j'ai remarqué quelque chose, Amel Maslouki, dans toutes vos interviews, vous insistez sur le fait d'être soi-même. Mais qu'est-ce qu'être soi-même? Soi-même n'est-il pas lui-même fluctuant? Moi serait une position d'équilibre, comme a dit Henri Michaud. C'est juste une position d'équilibre. Oui, c'est très fluctuant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je change de visage d'album en album. Euh, mon album, mon avant-dernier album, Everywhere We Looked Was Burning, en son et en émotion, il est différent de mon album Insane, qui lui-même est différent de Kenti Hodja. À chaque fois, en fait, je pense qu'on est toujours en quête de la plus honnête expression de soi. Et cette expression de soi, on la recherche à chaque fois, on y est un peu plus près. Là, ce que je suis en train de faire maintenant, je sens que c'est encore plus moi que ce que je n'ai jamais été avant. Mhm. Et d'ailleurs, pour revenir au costume, un de vos mois, Amel Maslouki, est cette Amel amoureuse du costume de scène. On vous a toujours vu prêter une grande attention au costume de scène. Est-ce que c'est votre manière de faire enfin du théâtre, vous qui vous destiniez au théâtre quand vous étiez enfant, le spectacle total? Ah, ça me donne la chair de poule. Oui, je crois que oui. J'y ai jamais pensé, j'y ai jamais réfléchi comme ça, mais je pense que oui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment abandonné la guitare sur scène et je me suis vraiment concentrée sur mon jeu corporel parce que le chant, en fait, il passe pas que par les cordes vocales et il passe pas que par les émotions, il passe par le corps entier. Et du coup, un costume me met dans un état d'esprit différent qu'un autre costume. Il y a diva, il y a des costumes où je suis beaucoup plus sensible. C'est vraiment assez magique. Mhm. Merci beaucoup, Lucie. Nous allons clore cette émission sur le choix C'est une musical de chanson que j'ai l'invité. découverte cet été qui s'appelle Ever New de l'artiste Beverly Glenn Copeland. Et comme le nom le dit, c'est Beverly et Glenn à la fois. Donc, c'était Beverly et maintenant c'est devenu Glenn, mais il a gardé les deux prénoms et son histoire m'a touchée davantage. C'est quelqu'un qui a découvert le succès assez tardivement. C'est quelqu'un qui est assez âgé,
qui a du succès que depuis peu. D'ailleurs, il y a eu une grande collecte pour l'aider à survivre pendant le confinement. Et j'ai écouté cette chanson et pour moi, moi, j'arrive pas à faire des chansons comme ça, mais il y a des chansons comme ça qui donnent la joie de vivre. Merci beaucoup, Amel Matlofi encore. Nous vous laissons avec le choix de notre invité. Au revoir et à la prochaine déconfinement. Merci.